des Affaires foncières en visite de terrain, Mohamed Ali Bachili était dans plusieurs villages environnants de la ville de Kati, constate beaucoup de terres acquises dans des conditions irrégulières. À Mopti, les conditions étaient quand même favorables pour lancer la foire artisanale commerciale de la ville. Fruit de la coopération Mali-Burkina Faso, cette foire est un espace d'intégration et d'échange sous-régional. Elle ambitionne surtout de créer un couloir économique Mopti, Badjangara ou Aïgouya. Sport football, Ligue africaine des champions, le COB victorieux face au Maghreb Athlétique Tétouan du Maroc. Le stade malien de Bamako a l'assaut de match contre les Nigériens. Le premier a gagné son match par le score de 2-0. Le second garde la tête froide. Siragatou Sissé a rencontré l'équipe. Nous sommes vendredi 13 février. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. La mission conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Comité politique et de sécurité de l'Union européenne, vous le savez déjà, est en séjour au Mali après avoir rencontré le chef de l'État, Tourito, Premier ministre, de recevoir la délégation. Pour rappel, la mission entend évaluer la situation sécuritaire au Mali ainsi que l'état d'avancement du processus de paix enclenché. Elle prévoit aussi des entretiens avec l'ensemble des composantes de la société civile et des acteurs politiques maliens. Le point avec Moussa Fani. Entre le Premier ministre et les membres de l'Union africaine et de l'Union européenne, les échanges ont porté sur la situation qui prévaut dans le nord du Mali. Les chefs des deux délégations sont venus échanger avec les autorités maliennes sur les défis du moment. En premier lieu, les défis sécuritaires. Cette mission, qui est une première mission conjointe, est vraiment d'abord un témoignage de notre bonne coopération sur beaucoup de domaines. Il y a le Sahel, mais il y a aussi beaucoup d'autres domaines dans lesquels on travaille ensemble. Mais c'est aussi surtout un témoignage de notre soutien à côté du Mali. Nous sommes à côté du Mali pour l'appuyer dans ces tentatives de surmonter ces problèmes de sécurité, d'économie, de développement. Pour la présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, malgré ses moyens limités, l'Union africaine restera aux côtés des autorités maliennes pour la sécurisation du pays. Depuis le coup d'État de 2012, l'Afrique était toujours présente aux côtés des Maliens. Il a mobilisé la communauté internationale pour soutenir ces pays. Il a mobilisé aussi des ressources financières à aider les Maliens à surmonter les défis à lesquels le Mali s'est confronté. Et puis, c'est l'Union africaine qui a déployé énormément des efforts pour avoir le ministre, la force des Nations Unies, qui est ici, qui cherche à vous aider à stabiliser votre pays. Mais l'Afrique va rester aux côtés de vous. Cette mission conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Comité politique et de sécurité de l'Union européenne devra permettre à ces deux organisations de mieux cerner les questions de la sécurité au Sahel. La mission a aussi rencontré la presse pour expliquer l'objectif de la mission au Mali. Oui, on parlait de la situation sécuritaire. Justement, rendons-nous à Alger où la question est largement discutée. Selon nos envoyés spéciaux, les parties prenantes observent une pause pour cause de deuil. Les délégations partagent en effet le deuil qui frappe à la famille du ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamara. La reprise formelle des négociations est prévue lundi. En attendant, les consultations se poursuivent à différents niveaux. Hier, la délégation gouvernementale a rencontré l'équipe de la médiation. Au menu, les échanges, le calendrier, l'organisation, mais aussi et surtout l'ordre du jour de la rencontre. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale, interrogé à Alger par nos envoyés spéciaux Idrissa Traoré et Yaya Kounati. Nous avons convenu que l'ordre du jour de discussion sera essentiellement centré sur l'examen du projet d'accord comme base de discussion, étant donné que nous avons suffisamment débattu. Il y a lieu maintenant de prendre le document et de marquer les points d'accord, les points de convergence, mais aussi voir dans quelle mesure nous pouvons encore nous rapprocher sur des points qui peuvent apparaître encore comme des points de divergence. La deuxième conclusion, c'est que par rapport à la situation sur le terrain où chacun s'accorde à dire qu'il est important qu'elle soit examinée, mais sans que cela soit un préalable ou une condition pour la poursuite des pourparlers, pour laquelle la délégation ministérielle est donc présente ici à Alger. Donc en parallèle,
nos équipes techniques qui étaient déjà là depuis quelques jours vont poursuivre les discussions pour essayer de stabiliser la situation sécuritaire sur le terrain. Et par rapport à ça, je rappelle que la position du gouvernement, c'est qu'il faut aller très rapidement pour une cessation immédiate des hostilités, un gel de position et faire en sorte que les équipes techniques puissent se mettre en place pour essayer de fixer les positions et faire des recommandations. Donc voilà où nous en sommes de ce côté. Mais aussi, en marge de ça, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de consultations qui se font. Consultations informelles, naturellement, avec les membres de l'équipe de la médiation qui nous rapprochent, nous les rapprochons, nous essayons d'échanger sur la meilleure façon de faire avancer les choses, mais aussi même avec nos frères et sœurs des mouvements. Il y a beaucoup de contacts informels, nous sommes dans le même hôtel, nous nous rencontrons, nous échangeons, nous partageons nos analyses de la situation, mais aussi notre volonté commune d'aller vers un accord de paix. Donc, et aussi au sein de l'équipe gouvernementale elle-même, il y a aussi un travail technique qui se fait pour pouvoir vraiment finaliser les différents documents que nous allons soumettre à la médiation lors de la reprise. Donc, c'est toute cette série de contacts et d'activités qui se fait dans l'espoir que lundi, nous puissions vraiment engager la reprise des pourparlers avec l'espoir que cette fois-ci, nous entrons dans une phase cruciale qui doit nous amener vers le paraphe du document de projet d'accord pour ouvrir la voie maintenant à une signature au Mali. Ça, c'est vraiment l'espoir de la délégation du Mali à ce stade-ci. Certains de vos interlocuteurs de groupes armés semblent conditionner la reprise de pourparlers à la résolution des difficultés sur le terrain. Vous dites que ce n'est pas une condition. Ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être parce que nous devons avoir à l'esprit que seul un accord de paix offrira les conditions optimales et pérennes pour une sécurisation durable du pays. Naturellement, ce qui se passe sur le terrain est préoccupant et il est important que les affrontements cessent, que les différentes factions belligérantes maintiennent la position là où elles se trouvent, dans leur position, et que nous puissions créer un climat serein pour les négociations. Mais cela ne doit pas être perçu comme une condition ou un préalable, mais c'est un travail qui peut se faire en parallèle. C'est pas nouveau. Vous vous rappelez qu'en juillet, quand nous étions là aussi, la situation sur le terrain était relativement volatile. Et nous avons utilisé la même méthodologie tout en continuant à discuter sur les questions, les thèmes des négociations. Un groupe parallèle s'est mis en place pour examiner la situation sécuritaire et au finish, la feuille de route avait été adoptée en même temps qu'une déclaration de cessation des hostilités. Aujourd'hui, pour le gouvernement, il y a vraiment urgence. Et pour stabiliser la situation sur le terrain, mais aussi pour avoir un accord. Nous pensons que il est important que toutes les parties prenantes aient conscience de cette difficulté et que vraiment nous puissions continuer à avancer parce que notre premier objectif en venant, c'est vraiment la reprise des pourparlers, la conclusion d'un accord. Donc rien, absolument rien, ne doit nous retarder par rapport à cet objectif. Et comme je l'ai souligné à Bamako il y a quelques jours, ça sera vraiment une prime à ceux qui détiennent des armes et ceux qui utilisent la violence que de dire que tant que toutes les armes ne se seront pas tues, nous n'allons pas avancer. Nous devons continuer à avancer, mais aussi prendre des mesures vigoureuses pour arrêter et stabiliser la situation afin de permettre l'arrivée d'un accord qui lui-même prendra en charge beaucoup de ces questions, mais dans la durée. Voilà, c'était là Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale à Alger, interrogé par nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Idrissa Traoré. L'Alliance populaire pour la paix et l'unité nationale a tenu à la Maison de la Presse une conférence. C'était pour dévoiler aux hommes de presse les ambitions de l'Alliance, à savoir la promotion de la culture et de la paix. Le compte rendu de Isaac Chini. Face à la presse, l'Alliance populaire pour la paix et l'unité nationale albina est venue faire connaître ses objectifs. Des objectifs axés sur la promotion de la culture et de la paix. Albina se réclame de la société civile et compte apporter sa contribution dans le processus de réconciliation en cours. Albina a confiance au gouvernement et aux pourparlers en Algérie. Elle invite les Maliens à soutenir le processus et le changement pour une réconciliation totale. Comme le
pourparlers sont en cours. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devait se mettre dans la logique de la paix. Quel que soit d'ici des accords, il ne peut y avoir qu'une paix entre les Maliens. C'est une obligation. Donc aujourd'hui, que tout le monde se mette en tête de se mettre dans la logique de la paix. Il ne peut y avoir qu'une paix. Nous, on a tout espoir que les pourparlers vont aboutir vraiment à un apaisement et que les populations, après la signature, les signatures, c'est juste un apaisement. Mais la paix, la vraie paix, c'est ce que les communautés vont développer entre elles. En recousant le tissu. C'est clair qu'on a subi une grande déchirure, mais c'est possible. Il suffit que les gens changent de pratique, une vie est possible. Ce qui nous est arrivé n'est qu'un signal qu'on n'était pas sur une bonne voie. Si on reprend les choses, la vie est reprendre. 8 communes et 24 chefs de fraction ont contribué à la formation de cette alliance. Albina a pour approche la sensibilisation pour le retour de la paix. Je vous propose de suivre à présent la visite de terrain du ministre des Domaines et des Affaires foncières. Mohamed Ali Bachili a constaté dans plusieurs villages environnants de la ville de Kati que plus de 700 hectares de terre sont acquis par des agences immobilières, souvent fictives, au détriment des populations et de l'État. Et tout cela dans des conditions irrégulières. Samba Maïssa et Batraori étaient de la visite. Sira Koronyare, Ntoubana, Kambila et Fanafiankoro sont tous des villages à proximité de la ville de Kati. Ils ont en commun un sérieux problème car spoliés de plus de 700 hectares de terre par des sociétés fictives ou d'individus mal intentionnés. Les procédures de transaction foncière n'ont, semble-t-il, pas été respectées. Une situation qui nécessite la venue du premier responsable des domaines de l'État pour constater les faits. Nous sommes venus sur le terrain constater en fait qu'il s'agit tout simplement de réserves foncières que certaines personnes physiques ou morales se donnent au Mali en délaissant l'État, les communautés et même les collectivités territoriales de ces terres-là. Et donc les collectivités n'ont plus de réserve, l'État n'a plus de réserve, les citoyens maliens vivent à l'étroit là où ils sont parce qu'à l'entour, toutes leurs terres ont été données et ils n'ont pas les moyens à la fois de faire une expansion, même démographique. Des mesures coactives s'imposent pour sauvegarder les intérêts de l'État et des populations concernées. Personne ne peut se constituer des réserves foncières privées alors qu'il n'a pas investi, alors qu'il n'a respecté aucune des conditions des contrats de cession et garder ces concessions-là. On va revenir là-dessus dès que les conditions du contrat de concession ne sont pas remplies. C'est tout. Et les terres vont revenir, cette fois-ci immatriculées, dans le patrimoine foncier de l'État, dans la réserve foncière de l'État. Et l'État en disposera quand il en aura besoin. Les villageois, là où ils sont installés, l'État ira le constater, c'est déjà devenu un titre, et l'État va délimiter ce qui appartient aux villageois et l'État va leur donner ce qui leur appartient. Le dernier acte de la journée fut la rencontre avec le personnel du bureau des domaines et du cadastre de Kati. À ces travailleurs, Maître Batilé a demandé plus de vigilance dans l'établissement des actes pour éviter des conflits fonciers qui peuvent avoir des conséquences graves. Il a par ailleurs mis à la disposition de ce bureau un important lot de matériel informatique. Une autre activité, c'est avec le ministre des Sports qui a rencontré les boxiers sélectionnés pour aller étudier en Algérie. C'était au stade Ouenzen Koulibaly, compte rendu Abdul Karim Kaba. 5 mois après la signature du partenariat entre le ministère des Sports du Mali et celui de l'Algérie, les choses se concrétisent. Ils sont 30 boursiers répartis dans 3 catégories dans le domaine du sport à être choisis pour aller étudier en Algérie. Avant le départ, le ministre des Sports les a rencontrés pour des conseils utiles. Il est important pour eux de comprendre qu'on ne peut pas et on ne doit pas systématiquement transporter toutes les habitudes que nous avons ici dans un pays étranger, bien que ce soit un pays ami. Parce que tout simplement, souvent les cultures sont différentes, mais les habitudes ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi il est important de faire beaucoup attention et surtout de chercher à comprendre comment fonctionnent les pays d'accueil. Au-delà du sport, la coopération entre le Mali et l'Algérie est au beau fixe. D'autres choses plus importantes, ils vont tisser des liens d'amitié, de fraternité avec leurs frères algériens. Ils vont certainement être les ambassadeurs du Mali en Algérie. Et au retour ici, ils seront nos ambassadeurs
l'Algérie, donc au Mali. On compte sur vous pour consolider encore plus la coopération qui existe heureusement entre nos deux pays frères. Les boursiers, tout en remerciant les autorités du pays, n'ont pas manqué de solliciter le soutien constant des décideurs. Le sport de haut niveau, le sport de masse et le sport scolaire ont bien besoin de cadres compétents pour s'épanouir et se développer à travers toutes les régions de notre pays sans distinction. Convaincus que cela est une réalité, nous confirmons ici et maintenant notre engagement à servir le sport malien dans toutes ses dimensions après nos années de formation en terre algérienne. Ces 30 boursiers constituent la première vague d'un partenariat entre les deux ministères des Sports d'Algérie et du Mali. Ils quittent Bamako ce dimanche. 20 millions de francs CFA, c'est le coût d'une importante quantité de vivres que le gouvernement du Mali vient de mettre à la disposition des populations de Goundam et Gourmararousse, en 6e région. Le département en charge de l'action humanitaire manifeste par ce geste la solidarité du gouvernement envers les populations affectées par les derniers événements. Le reportage de Yatandina. La mise en route de ces vivres et non-vivres en direction des cercles de Goundam et de Gourmararousse dans la région de Tombouctou a pour objectif d'assister les populations de ces localités en situation difficile. Le gouvernement de la République du Mali, à travers le ministère du Développement social, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, manifeste ainsi toute sa solidarité envers les communautés de cette région. Près de 100 tonnes, estimées à 20 millions de francs CFA, ce don est composé de riz, de mil, de l'huile, du sucre, du lait et du sel. Cette action humanitaire du gouvernement du Mali va contribuer à atténuer les souffrances des populations des régions du Nord. Et par rapport justement à ce dont le ministère communique grâce au concours précieux des forces armées et de sécurité, l'acheminement des vivres a pu être effectué dans les localités concernées. Le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'opération. Les responsables du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest étaient face à la presse. Le réseau entend lutter contre le commerce illicite des armes dans l'espace CEDEAO. Le reportage de Moussa Fani. Donner de larges informations sur le traité de commerce des armes légères et des petits calibres dans l'espace CEDEAO, c'est l'objectif de cette conférence de presse. Le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest entend lutter contre le commerce illicite des armes dans la sous-région. Comme Mali a déjà ratifié, de penser à mettre en pratique le traité sur le commerce des armes. Et nous continuons à échanger avec les autorités l'importance de paix et de sécurité et la contribution et la participation de la société civile dans la lutte contre la prolifération des armes légères et les petits calibres. Le président du réseau souhaite l'implication des populations de l'espace CEDEAO dans la lutte contre la prolifération des armes légères. On invite tous les Maliens à supporter le gouvernement à mettre en pratique le traité sur le commerce des armes parce que nous pensons que ça va diminuer les mal achats et ventes des armes et ça va réduire les conflits parmi notre espace de la CEDEAO. Le Mali a ratifié le traité sur le commerce des armes depuis le 3 décembre 2013. À travers des conférences de presse dans la zone CEDEAO, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest souhaite obtenir la ratification du traité par le maximum des pays. En 5e région, c'est bien parti depuis jeudi pour la foire artisanale commerciale de Mopti, organisée par la mairie de la commune urbaine de Mopti en jumelage avec la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Cette activité vise à relancer le secteur de l'artisanat à travers un couloir économique nord Mopti, Badiangara ou Ouagadougou. Le reportage de Jules Sambou-Sissoko. Dédié à la paix et à l'intégration sous-régionale, le Mali, Burkina Faso, à travers le jumelage Ouagadougou-Mopti, la foire artisanale commerciale de Mopti a pour cadre les berges du Bani avec ses 30 stands bien fournis. Initiée par la mairie de Mopti, cette foire expo constitue une bouffée d'oxygène pour le secteur de l'artisanat local qui traverse des mois difficiles suite à la crise que le pays a connue. Elle s'inscrit dans le cadre du programme des partenaires municipaux pour le développement économique local. Les objectifs du programme sont entre autres contribuer à la relance de l'économie locale, développer la coopération entre les communes frontalières du Mali et du Burkina Faso
à travers un couloir économique nord. Au nom des membres de la délégation spéciale de Waïlia, nous voulons dire merci à la commune de Mopti. Nous souhaitons une bonne foire à tout le monde et que l'intégration sous-régionale soit une réalité. La promotion et la valorisation des produits artisanaux est un souci de l'autorité régionale. Je voudrais sincèrement féliciter le maire qui a eu l'initiative, parce que Mopti aujourd'hui en a besoin. Comme vous le savez, le tourisme est arrêté. En conséquence, il faut des activités comme celle-ci pour relancer l'économie locale. L'accès à la foire artisanale commerciale de Mopti est libre en diurne comme en nocturne jusqu'au dimanche prochain. Rendez-vous donc à Mopti. Intra-ILF et ses partenaires s'engagent dans la lutte contre la fistule obstétricale au Mali. Une cinquantaine de participants ont pris part à la cérémonie de lancement Clinton Global Initiative. L'un des objectifs de cet engagement est d'intensifier les actions de sensibilisation. Aïssata Saliou Maïga, compte rendu. IntraHealth et ses partenaires entendent mobiliser davantage de ressources pour le traitement chirurgical gratuit de 800 femmes souffrant de la fistule. Il s'agira également de renforcer la capacité des équipes régionales pour la prise en charge des fistules obstétricales, entre autres. Les causes de la fistule, sa problématique au Mali et les retards à l'accès aux soins ont été largement abordés au cours de la cérémonie de lancement de l'initiative Clinton Global. Ce programme s'inscrit dans le cadre de Clinton Global Initiative qui a été lancé en 2005 par l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Il permettra d'amplifier la synergie des interventions des secteurs publics, privés et des ONG afin d'attirer plus de ressources pour des services de prévention, de traitement et de réinsertion des femmes victimes de la fistule. Il y a quelques années, la chirurgie de la fistule se faisait seulement au niveau du point G. Et maintenant, nous, avec cette stratégie, nous allons amplifier les efforts pour permettre de faire que la chirurgie soit disponible dans toutes les capitales régionales, que les femmes ne puissent pas faire 1000 km pour revenir à Bamako pour la chirurgie. UNFPA va poursuivre également son soutien à l'autonomisation des femmes victimes de la fistule à travers le renforcement des capacités des femmes traitées, guéries, dans des activités génératrices de revenus. La Fondation Orange Mali injectera la somme de 76 millions de francs CFA dans la construction d'un centre d'accueil et d'hébergement pour les femmes affectées par la fistule obstétricale à l'hôpital de Sikasso. Le projet Fistula Mali est financé par l'USAID à hauteur de près de 4 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Selon la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, malgré tous les efforts des partenaires techniques et financiers dans la lutte contre la fistule, des difficultés demeurent toujours. Parmi elles, on peut citer l'âge maternel précoce, les mutilations génitales féminines, l'insuffisance d'accès à l'aide obstétricale de qualité et le coût élevé de la prise en charge chirurgicale. La projection d'un sketch de sensibilisation sur la fistule obstétricale et des remises de kits fistules ont marqué la cérémonie. L'UNICEF vient de doter la Direction régionale de la santé de 70 motos. Objectif à appuyer la stratégie avancée de surveillance épidémiologique dans les différents districts sanitaires de la région de Sikasso. Compte rendu Bambi Idrissa Touré. Ces 70 motos que l'UNICEF vient de mettre à la disposition des structures sanitaires de la région de Sikasso ont coûté 100 millions de francs CFA. Par ce geste, l'UNICEF veut renforcer le système de couverture sanitaire et booster la stratégie avancée d'immunisation. Nous pensons que ces motos vont contribuer à augmenter la couverture vaccinale dans la région afin de réduire la mortalité maternelle et infantile. Occasion pour les autorités sanitaires de saluer ce geste combien significatif qui viendra soulager les équipes socio-sanitaires. Et ces motos, c'est bien sûr pour la vaccination, d'accord, comme porte d'entrée, mais c'est des motos qui sont utilisées aussi par les agents de santé pour atteindre les populations éloignées. Nous voulons profiter pour les rassurer que nous ferons bon usage de tous ces matériels et tous ces moyens logistiques et tout leur appui qui iront directement dans le sens souhaité.
La cérémonie a été également marquée par la restitution des résultats des journées régionales de vaccination contre la poliomyélite, couplée à l'administration de l'albendazole et de la vitamine A. Et il ressort des présentations que la région de Sikasso a obtenu un taux de 98%. Ouvrant à présent une fenêtre sur le conseil d'administration, l'année 2014 a été difficile pour l'Institut national de formation d'administration. Pour cette année, son budget s'élève à plus de 321 millions de francs CFA. Pour la troisième fois, les administrateurs du conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire se réunissent pour faire le bilan des activités et le point d'exécution du budget 2014. D'autre part, le projet programme d'activité et celui du budget 2015 sont à l'ordre du jour. Le projet de budget 2015, ce montant global de prévisions en recettes et en dépenses s'élève donc à 321 645 667 francs. Ce montant, quoique modeste, devrait permettre à l'Institut d'obtenir des résultats plus importants en 2014. Alors, messieurs et mesdames de l'Institut de formation judiciaire, nous vous engageons à atteindre les résultats visés pour l'année 2015. Les activités réalisées par l'Institut se résument à la formation initiale des auditeurs de justice et de la formation continue des magistrats et des corps des professions juridiques et judiciaires. Ces résultats ont été atteints dans les difficultés. Malgré tout, l'Institut veut aller loin. Les difficultés sont multiples. Il y a tout d'abord le faible niveau du budget de formation alloué par la subvention d'État. Ensuite, il y a la vétusté effectivement du matériel informatique. Il y a également la vétusté du parc automobile aujourd'hui. Les activités programmées visent à renforcer les capacités des acteurs de la justice malienne. Elles visent également une plus grande diffusion du droit à travers la création d'un centre de documentation, entre autres. 12e Assemblée générale ordinaire de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. L'ordre du jour portait sur l'analyse de la question de la situation humanitaire au nord du pays. Moïse Traoré. La 12e Assemblée générale ordinaire de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux, INFTS, coïncide avec son passage à la réforme au système licence master doctorat LMD. Eu égard aux nouveaux besoins qu'on connaît sur le plan social aujourd'hui, on va profiter de ce balancement pour introduire tout ce que nous avons comme souci dans le domaine social, qui colle avec les nouvelles mutations sociales auxquelles on doit faire face désormais pour le bon fonctionnement de notre pays. L'étude diagnostique commise à cet effet a révélé des insuffisances et des lacunes. Le représentant du ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord cite au plan institutionnel le manque de textes régissant le cadre organique et au plan pédagogique une insuffisance au niveau des filières et du matériel didactique. Suite à cette situation humanitaire préoccupante du nord du pays, l'Institut se trouve à un tournant où il devrait bien d'apporter des réponses aux problématiques sociales au travers de son rôle dans la formation des ressources humaines de qualité. L'Institut national de formation des travailleurs a pour mission d'assurer la formation initiale et la formation continue dans le domaine du travail social. L'INFTS forme des titulaires du diplôme supérieur et des techniciens supérieurs en travail social. L'Assemblée générale fait office de conseil d'administration. Ils sont 19 agents à être admis à la retraite ici à l'ERTM. Ils sont journalistes, animateurs, techniciens et ingénieurs. Une cérémonie de départ très émouvante a eu lieu à la cantine de l'ERTM. C'est en présence de Al-Joumati. Ils sont 19 agents de l'ERTM qui viennent de faire valoir leurs droits à la retraite. Les agents concernés, journalistes, ingénieurs, techniciens, animateurs, chauffeurs, manœuvres, ont rendu durant plusieurs années de bons et loyaux services à l'ERTM, voire à la nation malienne. L'heure du repos est ainsi arrivée
surtout avec le sentiment du devoir bien accompli. Vous partez, chers retraités, en laissant un bel exemple aux jeunes. Il leur suffira de connaître les différentes étapes de votre carrière pour connaître ce qu'un bon agent du service public que vous avez tous été. Vous partez certes, mais vous êtes comptés parmi nous pour la richesse dont vous disposez et qui ne doit nous manquer chaque fois que de besoin. Comptez sur nous comme nous compterons sur vous. La maison, la famille ORTM restera la famille commune à nous tous. Parler de l'ORTM, c'est aussi parler de télévision, des radios, de l'administration. Et chacun de ses partants à la retraite a inscrit son nom, son style pour l'émergence de la structure. C'est une mosaïque de métiers que nous magnifions cet après-midi, faisant vivre une télévision, une radio, une administration. Vous avez chacun inscrit votre nom, votre style, votre empreinte, tous indélébiles dans l'histoire de l'ORTM en particulier et celle des médias en général. J'exhorte la génération devant vous et qui doit assurer la relève à emboîter le pas de ses illustres devanciers et préserver dans le travail bien fait. Nous pensons avoir fait ce que nous pouvions faire. Certainement, certains ont été satisfaits, d'autres pas. Ceux qui n'ont pas pu être satisfaits, nous leur demandons pardon. Et nous pensons que ce que nous n'avons pas pu faire, ceux qui viendront après nous, le feront. Une nouvelle vie commence désormais pour les 19 agents qui ne ménageront aucun effort afin d'être attentifs aux sollicitations de la nouvelle génération. Oui, merci à vous, nous tantier et tonton, pour vos précieux conseils et bonne suite. La caravane de la paix, toujours sur les routes, seconde étape, la ville de San, tout comme à Kuchala, les populations sont sorties massivement pour réserver un accueil de grand jour. Les artistes de la caravane sont toujours déterminés à porter le message de la paix. Moussa Tidjani Kanté et Alou Touré sont nos envoyés spéciaux. La ville de San, deuxième étape de la caravane de la paix. Tout comme à Kuchala, les populations ont réservé un accueil chaleureux et messager de la paix. L'idée, c'est de mettre ensemble des artistes, des hommes de culture, des intellectuels ensemble pour montrer aux populations que la réalité du Mali n'est pas ce qu'on dit à l'extérieur. Ce pays est fondé sur une très profonde histoire d'unité, dans la pluralité bien sûr, et que tout ce qui se passe ces dernières années ne doit pas ébranler cette unité. Elle doit continuer et le pays doit rester tel qu'il a été pendant des siècles, sinon des millénaires. L'engagement de Sa Majesté le roi du Maroc en faveur de la paix et la stabilité, de tolérance et surtout les valeurs de l'unité et la réconciliation. C'est très important, surtout en ces périodes où la région du Sahel et du Sahara passe en période de conflit. De quoi bien camper, place maintenant à la musique. Master Soumi, le commando des mots, des paroles qui réveillent la conscience, appellent à l'union et à la paix. Entre le slam et le rap, le parolier trouve son chemin à travers les refrains spontanés du public. Les voix du Mali s'élèvent plus haut, soutenues par le violon de Zoumana Tirita, un mouvement d'ensemble scénique au-delà des voix quand Sadio Sidibé passe le message en Bamanaka. Les murmures du vent apaisent les cœurs lorsque la musique transcende le Sahara. Le groupe Taragelt du Maroc pendant 1 heure de folie avec le leader Abdallah de Kidal. Sans a joué sa partition avec les acrobates musiciens danseurs Bobo. La caravane reprend la route direction Mopti. Sport, football, compétition africaine des clubs. Début positif du club olympique de Bamako. Au compte du tour préliminaire allé de la Ligue des Champions, le COB a battu cet après-midi au stade Omnisport Modibo Keïta 2-0 le Maghreb Athlétique Tétouan du Maroc. Aldi Matina a suivi la rencontre. Capitaine d'équipe. Le club olympique de Bamako ne pouvait mieux démarrer les préliminaires de la Ligue des Champions. Les Olympiens, pour leur baptême du feu dans cette compétition, sont venus à bout du Maghreb Athlétique Tétouan du Maroc.
Et pourtant, ce sont les Marocains qui ont largement dominé la première période, avec à la clé 2 grosses situations de but. Mais le gardien du Sobé, Abdoulaye Samaké, a été infranchissable. 0-0 à la pause. Les Verts reviennent des vestiaires avec une meilleure copie. Le Sobé devient maître du jeu. Les Marocains en difficulté vont s'adonner à un jeu haché et commettent un penalty à la 49e minute. Abdoulaye Diarra, l'avant-centre des Verts, ouvre le score. Et c'était le déclic pour les Olympiens. À la 58e minute, le Sobé va encore faire la différence. Sur coup de pied arrêté. La faute de main du portier marocain El Youssoufi Mohamed permet à Abdoulaye Diarra, ce coup franc, d'inscrire le deuxième but du club olympique de Bamako, son doublé de la partie. 2-0, le Sobé gagne la manche aller non sans peine. Première mi-temps très difficile parce que c'est vrai qu'on était en face d'une équipe très technique, tactiquement très fort, qu'ils étaient en place, qu'ils essaient de construire, essayer de sortir et nous créer des occasions de but contre nous. Mais je pense qu'on a eu une bonne lecture de jeu en seconde mi-temps. Il fallait changer tout ça, essayer de dire aux jeunes de prendre leurs responsabilités, d'essayer de les percuter un peu sur les côtés et ensuite prendre leurs responsabilités. Je pense qu'au finish, ça a payé, on a mené 2-0. Malgré le succès, le club olympique de Bamako doit consolider les acquis et corriger les lacunes pour espérer franchir cette étape dans 2 semaines au Maroc. Pusek et son équipe Sport Football toujours, c'est au stade malien de Bamako d'affronter demain les Nigériens de l'association sportive de la gendarmerie au stade Modibo Keïta. Comment le stade malien de Bamako s'est préparé pour ce rendez-vous? Élément de réponse avec Siragatou Sissé. Pour la 2e année consécutive, le stade malien de Bamako commence la Ligue des champions africaine par le tour préliminaire. Si l'obstacle du Sporting d'Apraya Cruz de Sao Tomé et Principe était franchi la saison écoulée, celui d'Al-Hilal du Soudan par contre a raté en 16e de finale. Le parcours des Blancs se résumait au passage d'un éclair. Un an après, l'équipe fait peau neuve avec le recrutement d'un nouvel entraîneur, le franco-algérien Kamel Diabour, et le renfort de quelques joueurs dans tous les secteurs du jeu. C'est donc un nouveau départ pour le Stade malien de Bamako en Ligue des champions avec la réception de l'association sportive de la gendarmerie nigérienne. C'est quand même dommage et dommageable de faire en sorte que nous, aujourd'hui, qui jouons la compétition africaine, qu'on soit pénalisés de la sorte de compétition. Les matchs de préparation, les matchs amicaux, les entraînements ne remplacent jamais une compétition. Et là, ça dure depuis plus d'un mois. Donc, par rapport à notre adversaire, on part avec un cloche-pied déjà dans un premier temps. C'est un match que nous sommes en train de préparer avec beaucoup de sérénité. Voilà, c'est bien vrai que le championnat a été arrêté à la 6e journée. Mais ça ne nous empêche pas de gagner ce match. Ce samedi, en se mesurant au club nigérien de l'association sportive de la gendarmerie, le stade malien de Bamako se veut prudent compte tenu de la forme actuelle de l'adversaire. On a fait notre petite recherche, on sait que c'est un championnat qui a débuté depuis 6-7 journées, que la SGN est première, qu'elle a déjà 4-5 victoires à son palmarès, un match nul, une défaite, 7 buts marqués, 2 buts encaissés. Il ne marque pas beaucoup de buts, c'est un championnat qui ressemble un peu au nôtre. Je pense que s'ils sont en Ligue africaine, c'est que c'est une bonne équipe. Voilà, donc c'est une équipe qu'on ne va pas négliger. Au plan de Sotiba, de mettre tous les atouts de leur côté pour réussir un match aller favorable à Bamako avant le voyage de Niamey. Stade malien de Bamako, l'association sportive de la gendarmerie du Niger, c'est demain samedi à partir de 17h au stade Modibo Keïta et bonne chance aux Blancs de Bamako. Diallo Oumou Traoré n'est plus première femme experte comptable du Mali. Elle a été conduite cet après-midi à sa dernière demeure par ses parents, amis et collaborateurs. Lamine Keïta était présent à ses obsèques. La regrettée Adja Oumou Traoré s'en est allée à l'âge de 67 ans. Première femme experte comptable du Mali, cette géante des finances a occupé plusieurs postes au Mali et à l'extérieur. Adja Oumou Traoré a servi respectivement au ministère des Travaux publics, au chemin de fer, chef service comptable à l'Office des produits alimentaires du Mali, OPAM, professeur d'enseignement supérieur et présidente de l'Organisation pour la démocratie et la gouvernance en Afrique avec siège au Ghana. Adja Oumou Traoré était un modèle pour la jeune génération. La défunte représente pour moi un personnage exemplaire
un personnage qui m'a personnellement élevé, qui m'a aussi inculqué et forgé certaines qualités dont j'admire en elle. Ça, c'est le patriotisme, c'est le sens élevé du devoir, le respect et de compter sur soi-même. Elle a été une mère extraordinaire, intellectuellement et responsable. Vraiment, cette perte-là, elle est douloureuse pour nous, parce que notre maman a fait de nous des enfants qui sont condamnés à se battre jour et jour. Les hommages de la nation lui ont été rendus à la lecture de l'oraison funèbre. Madame Diallo Oumou Traoré avait un parcours très riche, patriote engagé, intègre et loyal. Oumou Traoré avait un sens élevé du devoir bien accompli. Ses compétences et qualités reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays lui ont valu d'être cité en exemple parmi les plus méritants fils de la nation et d'être élevé au chevalier de l'ordre national en 2001 et officier de l'ordre national en 2010. Adja Oumou Traoré a été portée cet après-midi à sa dernière demeure au cimetière de Nyarela. Elle laisse derrière elle 7 enfants inconsolables. Dors en paix, Adja. Amen, que Dieu l'accueille dans son paradis. Merci et bonsoir.